Bonjour les amis, c'est avec une certaine gravité que j'ai envie aujourd'hui de vous commenter le verdict du procès de Dabia Benkired, l'assassin de Lola. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat si la réclusion criminelle à perpétuité, on peut s'en réjouir, si, comme le disait Philippe de Villiers, sur lequel je vais revenir, il y a tout à craindre de ce verdict, c'est-à-dire que les lois européennes interdisent aux personnes d'être emprisonnées depuis plus de 30 ans, donc comme elle a déjà fait 3 ans, Philippe craignait qu'elle sorte au bout de 27 ans. Je ne vais pas vous faire le débat sur la peine de mort, mais j'ai envie quand même de vous livrer quelques commentaires que ce verdict et surtout cette affaire m'inspirent. Alors d'abord, je vous ai mis deux vidéos de Philippe de Villiers parce que très franchement, je l'ai écouté attentivement hier sur CNews, commenté dans la première partie de cette heure qui est vraiment sur tous les sujets qu'il aborde exceptionnel, commenté donc et le contexte de l'assassinat de Lola et le procès. Et très franchement, Philippe de Villiers est exceptionnel par la hauteur de ses analyses. Le seul qui peut lui être comparé à ce niveau-là, c'est Éric Zemmour, et surtout par le génie des mots qu'il a. Cet homme sait réellement trouver les mots qu'il faut pour parler à la France d'une manière compréhensive et d'une manière presque charnelle. Et donc Philippe de Villiers, il y a plusieurs passages assez forts, il accuse naturellement très fortement les politiciens criminels qui ont tous sur les mains le sang des Lola, le sang des Philippines, le sang des Thomas, le sang des Elias et autres victimes toujours des mêmes types d'assassins, des jeunes personnes originaires d'Afrique et la plupart du temps musulmanes. Et c'est pratiquement toujours les mêmes des Français qui tombent sous les coups de ces barbares qui n'avaient par ailleurs rien à faire en France, mais à qui on dit, comme si finalement c'était de leur faute, qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, ce qui signifie que finalement c'était à eux de faire attention d'être au bon endroit au bon moment. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'il y a derrière. Alors, moi, je pense que de toute façon, le verdict, il y avait une telle pression, parce qu'il y avait toute la France derrière la famille de Lola, derrière sa mère et derrière son frère. Il y avait toute la France, et quelques jours après le verdict de comment il s'appelle, Jubilard, de Cédric Jubilard, qui a pris 30 ans, il était difficile, face à un crime aussi sordide qui avait révolté la France entière, même si les gauchistes et les médias interdisaient aux Français de montrer leur révolte au nom de la non-récupération et de la dignité. Donc il était difficile aux juges et aux jurés de déclarer une peine qui ne soit pas la peine maximale promise par la loi. Et d'ailleurs, les propos très touchants de la mère et du fils ont montré que les juges ont su entendre ça et la famille de la victime leur en est reconnaissant. On a vu d'autre part, autour de ce procès, une très forte mobilisation de la jeunesse en l'hommage de Lola. Cette mobilisation qui avait été interdite il y a 3 ans, interdite par les gauchistes, mais aussi interdite par les autorités qui y voyaient des possibles incitations à la haine, ben voyons comme on dit. Moi, ce qui m'a marqué, je pourrais commenter encore longtemps, mais ce qui m'a marqué, c'est que j'ai écouté un petit peu les caractéristiques de l'assassin. Alors ça, Dabia Benkired, sa jeunesse, son enfance, les circonstances un peu troubles dans lesquelles elle a tué Lola, enfin troubles, on sait tout, hein, le nombre de coups de couteau, le fait qu'elle l'a presque décapité, le fait qu'elle a mis du scotch sur son visage et tout. J'écoutais ça et je me disais qu'il y avait toutes les conditions pour que les psychiatres décident que finalement l'assassin d'Abia Benkired était irresponsable, était schizophrène, n'était pas, parce que ça c'est le grand truc, ne pouvait pas faire preuve de discernement au moment des faits, voire qu'elle était sous l'emprise de drogue ou autres alcools. Vous voyez, il y avait toutes les conditions. Et là, la pression de la population était telle que je pense que si les psys avaient déclaré l'assassin irresponsable, ça aurait été une telle levée de boucliers dans tout le pays que le pouvoir en aurait été ébranlé. Donc c'est très bien que les psys l'aient déclaré responsable, mais je voulais simplement
vous rappeler quelques anecdotes et vous expliquer la souffrance que doit être pour des familles le fait de voir un proche assassiné, massacré de manière barbare, pratiquement toujours par les assassins de la même origine, quand en plus des psys déclarent l'assassin irresponsable et donc qui ne sera jamais jugé. Plusieurs exemples, hein, Sarah Halimi. Sarah Halimi, sordide, l'assassin est un musulman, un nommé Konaté, on lui trouve une excuse parce qu'il aurait fumé, donc le fait de fumer, fumer pas du tabac, hein, fumer de la drogue, donc le fait de fumer devient une circonstance atténuante. C'est marrant parce que quand on boit au volant, là par contre, on n'a pas le droit à des circonstances atténuantes. Hein, mais fumer, ça devient une circonstance atténuante, alors que quand on fume, on est quand même maître de ses choix et tout. Et donc, il l'avait massacré, c'était un musulman qui n'avait pas caché sa haine des juifs, qui avait traité pendant tout son calvaire Sarah Halimi de sale juive, qui a fini donc par la massacrer d'une manière sordide, ça a duré longtemps, et il s'est trouvé des salopards de psy pour déclarer que ce mec qui se bat pour se faire reconnaître irresponsable, ce qui veut dire qu'il n'est pas si fou, que ce mec était irresponsable et donc il ne sera jamais jugé. Est-ce que vous vous rendez compte pour la famille? Un autre exemple, Alban Gervaise, ce médecin militaire de Marseille, quarantaine d'années, qui est assez lucide pour mettre ses enfants dans une école catholique. Le gars va chercher ses enfants, il est au mauvais endroit au mauvais moment, et il y a un musulman qui, au cri de Allah Akbar, l'attaque au couteau et l'assassine. Le mec, une heure avant, avait essayé, je crois savoir, devant une autre école catholique, un musulman, d'attaquer une autre personne qui, miraculeusement, s'en était, elle, sortie. Et de la même façon que pour Sarah Halimi, il se trouve des salopards de psy qui ont déclaré que le mec était irresponsable et donc il ne sera jamais jugé. Et la femme de Alban Gervaise est révoltée par ça et mène une bataille judiciaire qui doit être épuisante pour faire reconnaître la responsabilité de ses actes à l'assassin, pour qu'il soit reconnu coupable et pour qu'il y ait un procès comme Lola qui permet quelque part de faire le deuil. Et puis troisième exemple, mais je pourrais vous en citer plein d'autres, troisième exemple, c'est cette espèce de racaille d'origine malienne, Ficenu Sirestako, un déchet humain, 23 ans, toxico, plein d'actes de violence et tout. Le mec, je crois qu'il part de Beauvais, il saute dans un train pour aller à Marseille, bien sûr il n'a pas de ticket, il descend à Valence parce qu'il finit par se faire virer, à Valence il essaye d'agresser quelqu'un sur le quai, il part dans une nuit, à 2 heures du matin, il assassine une femme de 79 ans dans sa maison, de plusieurs coups de couteau dans son lit. À 5 heures du matin, il massacre de 23 et 27 coups de couteau un homme et une femme, je crois qu'ils avaient 75 et 79 ans, qui sont chez eux et qui sont massacrés sauvagement par ce barbare. Et dans la matinée, il est sur un parking de supermarché, il voit une femme, il ramasse une grosse pierre, il lui lance la grosse pierre dans la tête, la femme est tuée. Je veux dire, 4 personnes assassinées, mais je veux dire dans des conditions sordides. Est-ce que vous imaginez les enfants de ces victimes? Est-ce que vous imaginez les petits-enfants des victimes, les frères, les sœurs, les voisins, à qui on va raconter que finalement, Ficenu Sako, c'était pas sa faute, hein. Il manquait de discernement, il a des bouffées psychiatriques, il a des bouffées de vision, il entend des sons, enfin tout ça, le mec il sera jamais jugé. Mais c'est sordide, mais c'est infâme. Et très franchement, quand on voit tout ça, naturellement, on n'a qu'une envie, c'est en finir avec la culture de l'excuse, en finir avec la culture psychiatrique. Moi, j'en ai rien à foutre qu'un assassin il soit fou. Du moment qu'il a tué quelqu'un, le mec il doit être tué. Point. Il y en a marre. On débarrasse la société de gens qui sont dangereux et qui peuvent à tout moment vous tuer. Un être proche, vous tuez vous. Tuer un être proche, violer un être proche et tout, et après faire le coup du manque de discernement, c'est insupportable. Et je terminerai
en disant que plus que jamais, face à la multiplication de ces crimes, il faut citer tous ceux qui ont le sang des victimes françaises sur les mains, les pourritures d'associations immigrationnistes, les salopards de gauchistes, d'insoumis, d'écolos, de socialistes, de communistes, et tous les politicards qui ont été au gouvernement depuis 30 ou 40 ans et qui ont laissé faire cette submersion migratoire, avec aujourd'hui, tenez-vous bien, le chiffre a été donné hier par Philippe de Villiers, 130 000 QTF sur le territoire français qui ne sont pas expulsés, qui sont des dangers publics et qui peuvent passer à l'acte à tout moment. Respect pour la famille de Lola, respect pour toutes les familles de victimes, mais pas de quartier pour les salopards qui ont sur les mains le sang de toutes ces victimes françaises. Bonne journée les amis!